Voilà, je vais de nouveau reparler d'art après avoir fait une vidéo où je me concentrais à discuter de l'art en général euh, et en fait une certaine composition à ma manière pour vous expliquer que l'art était, je veux dire, des sentiments, des émotions vivants. Je vais compléter la vidéo précédente par une nouvelle vidéo où je refais de nouveau une nouvelle composition. Euh, Là, on retrouve du papier, de papier différentes couleurs. Et là, pourquoi j'ai pris ceci? Parce qu'il y a une harmonie de différentes couleurs. Sachez qu'il y a, avec ces papiers-là, je peux faire beaucoup de choses, énormément de choses. C'est une ouverture à l'art, de, on va dire, de la modélisation, l'art de la conception, l'art de... vous seriez incroyablement surpris de ce qu'on peut faire avec des papiers de différentes couleurs. En passant par les origamis, en passant par les découpes pour donner des impressions de fond, euh, de fond. Par exemple, un train, un personnage dans une gare qui n'est pas dessiné, mais qui est tout simplement coupé et collé, avec du copiage, du collage de couleurs, de papier de différentes couleurs. On peut créer, bien sûr, de loin, quand je dis de loin, de 2 mètres, hein, de 2 mètres, pas de près, parce que là on verrait les découpes, etc. Mais quand on regarde de loin un tel montage papier, hein, basé sur du collage, de la découpe et du collage, eh bien, vous seriez étonné du nombre de possibilités que offrent ces papiers de différentes couleurs et qui peuvent aider dans l'art. C'est pas forcément un papier que vous allez utiliser pour faire des intercalaires. Non, ce papier de couleur permet une multitude de possibilités au niveau de l'art. Donc ça devient un outil, hein, comme les crayons, les pinceaux, les pots de peinture à l'huile ou à l'eau, euh, les marqueurs, etc. Eh bien, ça devient un outil extraordinaire qui peut ouvrir, avoir une ouverture sur la création. Donc la créativité, la création. Donc on peut faire énormément de choses avec des papiers de couleur comme ceci et qui ne servent pas forcément à, je veux dire, à intercaler et de séparer des parties. Voilà, donc ça permet, là on a une harmonie des couleurs, encore une fois, je reviens souvent sur ce mot-là, parce que la couleur, bon, pour quelqu'un qui voit, parce qu'il y a des rares gens qui voient en noir et blanc, ils ont une maladie des yeux, mais bon, la majorité des gens voient en couleur. Bon, il y a aussi des maladies, bon, des yeux où ils n'ont pas une perception des couleurs, mais pour une personne normalement constituée qui voit la couleur, mais la couleur est un mode de communication avec le monde extérieur. C'est un mode de communication. Et donc ici, vous voyez qu'il y a différents types de couleurs, mais en plus de ça, on peut avoir les dessins, on peut avoir une peinture par exemple concrète, ou des dessins, enfin une peinture concrète ou une peinture abstraite. Par exemple ici, je vois des perroquets. Eh bien, les perroquets, c'est du concret. Bon, ça existe, c'est basé sur la nature. Je vous rappelle que beaucoup d'objets ont été créés, ont été observés à partir de la nature et créés à partir de la nature. Hein. Par exemple, si on regarde le sous-marin, il était construit sur base d'observation de poissons. Si je regarde les avions, ont été construits sur base d'observation des oiseaux. Euh, voilà, la nature nous vient en aide pour fabriquer certaines choses. Beaucoup de choses étaient construites par l'observation de l'existence de ce qui préexistait déjà dans la nature. Et je rappelle encore une fois que la nature elle-même, faut-il un cerveau pour euh, avoir une forme d'art? Non, pas forcément, puisque la nature a une forme de cerveau qui est à elle, mais n'a pas un cerveau d'être humain, n'a pas un cerveau de perroquet, n'a pas un cerveau de chien, n'a pas un cerveau de chat, n'a pas un cerveau... Voilà, la nature n'a pas une forme de cerveau avec un cervelet et une colonne vertébrale, etc. Bon, ça n'a rien à voir avec la nature sa, a son cerveau lui, à elle et qui a permis de générer la nature, l'univers et sa colonisation, c'est-à-dire euh,
ces animaux, ces plantes, et tout ce qui s'ensuit avec. Donc ici, on voit des perroquets. Voilà. Et ce qui est bien ici, c'est que l'artiste, on a les artistes organisés, les artistes qui vont faire de l'abstrait, d'autres du concret, d'autres qui vont mélanger de l'abstrait et du concret. Bref, on en a pour tous les goûts. Et certains artistes aiment bien, je veux dire, ces fameux supports qui sont défraîchis, comme ici. Hein. On a un support défraîchi. Pour certaines personnes, ça semblerait, ça paraîtrait vieux et ça passerait à la poubelle. Oui, pour certaines personnes. Mais pour d'autres personnes, ils y voient, je veux dire, ils ont une certaine vision qui n'est pas la vision de tout le monde, qui ont une vision d'artiste et qui peuvent permettre de récupérer de telles, je veux dire, de telles images parce qu'en fait, elles les aident dans un travail, qui pourrait les aider dans un travail artistique, voilà, de production artistique. Et on voit bien ici qu'on a un support qui est défraîchi et le défraîchissement, le vieillissement des supports ne constitue pas, je veux dire, une fin de non-recevoir pour les artistes. Ou bien au contraire, ils aiment bien ce genre de support. Hein, et, bien beaucoup de gens ont un esprit cartésien et donc ont une certaine forme de l'organisation et donc aiment bien les symétries, les rotations, voilà, les translations, etc. Au travers de leur univers, mais sachez que tous les artistes ne sont pas forcément de ce même bord. Certains manipuleront les symétries et les non-symétries, d'autres n'auront rien de symétrique dans leur production, dans leur travail de production, artistique. Voilà. Donc ici une composition, on peut faire une composition florale, je vous en ai déjà montré tout à l'heure dans une des vidéos précédentes. Une composition florale, on essaie de rechercher, je veux dire, une harmonie pour avoir une espèce de forme d'attrait, qui va attirer les émotions des personnes qui vont voir l'art. Et je rappelle que l'art, c'est pas forcément une peinture ou du dessin ou peu importe. Ça peut être, je veux dire, une composition volumique hein, au niveau de matériaux. Hein, ça peut être des tissus, du bois, du carbone, enfin tout ce qui existe comme matière. C'est en fait l'usage de la matière et la générescence, la production de, je veux dire, par le biais de l'esprit ou d'une réflexion voilà, d'une production qu'on appellera fatalement une production artistique. Peut-être une photographie, une sculpture, une gravure de tout type, qui peut être des morcellements de tissus réorganisés d'une certaine forme pour former quelque chose ou pas, peu importe. Je vous dis que l'artiste ne cherche pas à former, je veux dire, un dessin concret, je veux dire, qui est reconnaissable. Non, l'artiste peut faire voilà, des formes un peu spécifiques, la recherche de formes, la recherche de nuances de couleurs, etc., etc. Bon, ici, vous comprendrez que ça, ce sont des photographies et que ces photographies peuvent être utilisées en tant que reproduction dans le dessin artistique, c'est-à-dire soit du dessin au crayon ou soit de la peinture. Alors ici, on reconnaît, je veux dire, c'est une carte de vœux de Noël, hein, avec meilleurs vœux. On retrouve une bougie allumée, où on a un certain éclairage, l'éclairage qui fait transparaître, je veux dire, la lumière. La lumière, c'est tout ce qui est le contraire du sombre. Voilà, et alors on retrouve du rouge et du noir qui est la fête, l'ambiance de fête, sur un éclairage où on voit une ambiance sombre derrière, donc le rouge ressort sur, je veux dire, voilà, c'est une très belle composition qui fait ressortir, je veux dire, un objet qui est principal en avant-scène, qui est la bougie, de couleur brune, blanc, voilà, blanc cassé, brun, blanc cassé avec du brun. Voilà. Par contre, ici, on voit deux photos. On voit que bon, ce sont des photos de la vie quotidienne. C'est-à-dire, on trouve deux chiots qui sont symétriques, enfin, qui sont presque, enfin, qui sont jumeaux hein, l'un avec l'autre. C'est de la même race, deux chiens de même race, et donc de même taille, etc., etc. Et qui donnent, je veux dire, avec le regard, une émotion. Parce que on voit au travers du regard et de la bouche, du visage qui ressort des émotions. Parce que une personne qui sourit et une personne qui tire
la tête, bon, c'est deux émotions différentes. Une personne qui est triste, une personne qui est énervée, une personne qui sourit, peut se percevoir via les traits du visage. Et donc, fatalement, d'ailleurs, le cinéma abuse de ces traits de langage-là au niveau du visage pour faire transparaître une communication des émotions. De nouveau, ici, on retrouve une émotion qui est une petite jeune fille en chapeau, avec un grand chapeau. Voilà, le chapeau est plus grand que sa tête. Voilà, le noyau sur le chapeau, avec une atmosphère qui est derrière, un petit peu sombre. Et la personne ressort devant avec plus de clarté par rapport à l'arrière-plan. Quoique l'arrière-plan, il est mis sur un espèce d'ovale, puisqu'après on retrouve du blanc. Voilà, et donc ça permet, je veux dire, de peindre, je veux dire, des compositions comme vous l'avez ici. Vous avez des exemples des exemples où vous pouvez d'abord dessiner et puis peindre sous les mêmes couleurs que ça. Sachez que c'est pas des couleurs uniformes, qu'il y a des cassures avec des, comment on appelle ça, des mises à plat, avec des, comment on appelle ça, des voilà, je ne sais plus comment on appelle ça le mot, c'est pour passer petit à petit d'une couleur à une autre, c'est je ne sais plus le mot. Voilà, on passe un dégradé, voilà. On va faire des dégradés, l'usage de dégradés, etc. De mélange, voilà, de blancs cassés avec des blancs purs, etc. etc. Voilà, pour avoir pas une espèce de couleur uniforme. Hein. Voilà. Et c'est ça l'ombrage qui va faire en sorte que qui va faire ressortir déjà beaucoup de choses. L'ombrage fait ressortir pas mal de choses. Ce qui est bien aussi, c'est ce qui est défraîchi ici. Parce que tout ce qui est, je veux dire, défraîchi, vieilli, et des matériaux divers intéressent beaucoup les artistes. Alors maintenant, est-on artiste? Chacun est-il artiste? Ben oui, je dirais que oui, parce que la première expérience que les personnes ont eue dans le monde artistique, c'est quand ils étaient, je veux dire, petits, c'est-à-dire en gardienne. Et quand le gardienne, la première chose qu'on apprend, c'est la communication avec le dessin, pour faire transparaître certaines choses de la vie quotidienne. Voilà. Et pour faire comprendre déjà au travers du dessin et ouvrir l'esprit au niveau du dessin. Donc les premières expériences sont connues dès la base de son enfance. Dès la base de son enfance, on commence à acquérir les premiers pas du dessin et s'ouvrir au monde de l'art, qui est le dessin. Je vous rappelle que l'art, c'est pas forcément que le dessin, puisque c'est la photographie, c'est le théâtre, c'est la gravure, c'est les vêtements, c'est la mode, c'est tout ce qui a tout, tout métier où il y a une création, ou pas, un métier ou pas, hein, c'est toute création ou production, je veux dire, ou de la générescence d'un produit fait que, issu bien sûr de l'esprit, au travers d'une idée générée, eh bien, fait en sorte qu'on a créé une œuvre. Plaisante ou pas. Qu'elle soit plaisante ou pas, on s'en fout. Ça, il faut aller voir la vidéo précédente. Je vous parle des émotions positives ou négatives que l'on peut avoir à l'encontre d'une œuvre d'art. Ça, ou d'une production artistique d'un quelconque artiste connu ou reconnu. Connu ou méconnu. Reconnu ou méconnu. Peu importe. Il y a des très bons artistes méconnus. Voilà, et il y a des artistes reconnus. Bon, voilà, comme on pourrait dire, il y a de tous les goûts et de toutes les couleurs en tant qu'artiste. Il y a des artistes, voilà, de toutes sortes, hein. C'est comme on va dire, il y a une gamme d'artistes, mais il y a toutes sortes. Il y a la gamme des gens reconnus, des gens moins connus. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais quelqu'un qui va s'employer à s'ouvrir à l'art à un certain âge, parce que c'est vrai que l'art, on le découvre, je veux dire, en école gardienne, mais à un moment donné, bon, on oublie les écoles gardiennes pour passer, je veux dire,
en humanité, mais on a toujours en contact avec le dessin. Le but de faire, rien que le fait de faire des calculs scientifiques, mais nécessite du dessin. Et dessiner nécessite un savoir-faire. Voilà, donc si vous dessinez un système, vous devez savoir dessiner les systèmes correctement. Voilà, avec en vous y, avec de la meilleure manière possible pour pouvoir vous faire comprendre au niveau de votre dessin et pouvoir le faire communiquer. Parce que quand on a compris un dessin, ben dire c'est que le message est passé et donc on a fait passer un message qui a été compris. Et donc on y revient un petit peu sans, sans y faire attention au dessin. Donc au début c'est les gardiennes et puis après c'est pendant toutes ces études, parfois on fait des dessins, surtout on s'amuse à faire des dessins au cours, parce qu'on n'écoute pas le cours, on dessine, ou à l'heure d'études on dessine. Voilà, donc on a toujours un contact avec, je veux dire, son enfance. Bon, maintenant, des cours de mathématiques, de sciences, etc., ou voilà, de chimie, de physique, et même de biologie, vous devez dessiner. Donc vous dessinez, vous êtes toujours en contact avec le dessin. Mais à un moment donné, un jour ou l'autre, il vous vient à l'esprit, à un certain âge, de vouloir dessiner. Bon, à 13, 14, 15 ans, 16 ans, peut-être vous choisissez une école artistique, pourquoi pas. Ou peut-être avez-vous terminé vos études et vous pensez vous inscrire dans une école de dessin, ou de peinture, ou de photographie, ou de cinéma, ou de théâtre, peu importe. Voilà, vous voulez retrouver l'art, parce que vous sentez que il y a quelque chose qui vous manque. Il vous manque. Hein, parce que c'est bien les personnes en général travaillent. Bon, pour celui qui n'est pas en activité, ben, je veux dire, elle tente de rechercher une activité. Et pour celui qui travaille, ben, même qu'il est en activité, il recherche aussi de plonger dans l'art parce qu'il a un appel, il a un sérieux appel de se remettre en contact avec ce qui l'a animé quand il était animé en premier lieu quand il était petit. Donc l'art. Et l'art, bien sûr, c'est une ouverture à son environnement, une ouverture à un univers au sein de l'univers. On s'ouvre dans un univers au sein de l'univers. Donc on est dans un univers dans l'univers. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi la personne va choisir de la peinture, pourquoi elle va choisir la photographie, pourquoi elle va choisir de la gravure, pourquoi elle va choisir un domaine de prédilection qui va lui être, je veux dire, qui va lui entrouvrir une certaine forme de liberté, une certaine forme de communication, une certaine forme d'expression. Une certaine forme d'expression. Alors, certains choisiront une discipline ou l'autre par envie, et parfois pour certaines raisons. Alors, certains vont choisir par exemple la photographie parce qu'il y a c'est tout un monde à découvrir, de couleurs. Bon, je rappelle que certains aiment bien les couleurs, d'autres sont plus, je veux dire, d'autres sont plus, comment est-ce qu'on appelle ça, ils s'y retrouvent plus dans le sombre et le gris. Tout le monde ne privilégie pas la voie de la couleur. Certains privilégieront par exemple le crayon ou la photographie en noir et blanc. Voilà, donc, mais d'autres n'aiment pas le gris et le sombre, mais privilégient les couleurs. D'autres aiment bien l'univers de la lumière. Hein, parce que qui dit couleur dit lumière. Parce que la gamme que les yeux permettent de voir, c'est une gamme ce qu'on appelle le visible. Hein, parce qu'en dessous du visible, on ne voit pas. Et au-dessus du visible, on ne voit pas. C'est une gamme de fréquences ou une gamme de longueur d'onde bien spécifique. Et là-dedans, on retrouve toutes les couleurs. Et ils en profitent d'user et d'abuser, je veux dire, du monde des couleurs. Je rappelle que l'habillement c'est un art, hein, je veux dire, le fait de s'habiller, je veux dire, avec des couleurs, une harmonie de couleurs, des tissus, de certaines, voilà, c'est un art aussi. Donc certains bien la touche, si vous voulez, de luminosité, avec tout ce qu'elle a comme caractéristique,
tout ce que la lumière a comme caractéristique et qu'elle a comme attrait en fait. Alors, par exemple, j'ai connu une personne qui m'a parlé et je lui ai posé la question, bah, pourquoi tu as choisi, je veux dire, la peinture hein, en tant que discipline. Mais elle m'avait expliqué que, bon, tout d'abord, elle avait une vue d'esprit qu'on vivait dans un monde gris et sombre dans le sens poétique, dans le sens que bon, il y avait beaucoup de problèmes au sein de la société où il vivait et au sein du monde en général. Au sein du monde en général. Parce qu'elle elle avait une vision non pas euh, de vue d'esprit uniquement régionaliste, mais du monde. Donc elle était plutôt humaniste. Et en fait, ce qui la dérangeait, c'est qu'en en fait, elle voyait le monde gris et qu'elle voulait s'ouvrir à la lumière. À la lumière. Et c'est pour ça qu'elle s'est jetée dans les méandres de la peinture. Alors, quelles ont été ses motivations? C'est parce que elle a fait des travaux qui se sont inspirés par des constatations qui étaient, comme je l'ai dit, sombres, grises et tragiques, notamment par la dégradation de la planète. Donc elle avait un point de vue humaniste qui l'a porté vers elle a probablement visité, parce que si elle m'a raconté ça, c'est que si elle m'a raconté tout ça, c'est qu'elle a probablement visité certains lieux, notamment les mers, et on reconnaît maintenant euh, les déchets plastiques qui se retrouvent dans les mers et tout toute la panoplie de déchets qui se retrouvent dans les mers et qui circulent euh, voilà, au travers des mers pour passer d'un endroit à l'autre des mers. Donc, je veux dire, il y a des pays qui n'arrêtent pas d'envoyer leurs déchets dans la mer, mais ces déchets polluent la mer et vont d'un endroit A à un endroit B plus éloigné et se retrouvent dans des plages, notamment où des plages touristiques paradisiaques que certains essayent de, 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 de maintenir au mieux au niveau de l'entretien, mais malgré tout, la mer fait son travail de déplacement des déchets et ramène les déchets dans des plages, je veux dire, paradisiaques, qui n'étaient pas connues il y a encore quelques années en tant que plage où se déversaient d'innombrables déchets, notamment plastiques. Euh, Elle disait par là que, bon, si vous voulez, ce qu'elle voulait me faire comprendre, c'est que euh, le monde dans lequel elle vivait à son époque, parce que bon, c'est une dame voilà, de cette époque-ci, en fait, elle avait, elle pleure, si vous voulez, les dégradations de la planète, et en particulier ceux des mers et des océans. Alors, ça l'a perturbée au point que ces constatations tragiques sont restées gravées dans sa mémoire. Euh, Notamment où elle a visité certains lieux, probablement, où lieux paradisiaques, c'est-à-dire au niveau des plages, où les touristes abondaient, mais les touristes n'étaient plus euh, dans on va dire, dans un espace sain, mais malsain. Contrairement aux années précédentes où si vous voulez, euh, tout se passait bien au niveau. Je dis pas tout se passait bien, mais au moins il y avait pas autant de dégradation plastique qui proliférait au travers des plages et qu'on pouvait avoir des touristes qui abondaient les plages et on pouvait, si vous voulez, faire une petite peinture d'un petit port ou d'une plage avec des petits bateaux de plaisance au niveau du port ou des, des, des vacanciers, des touristes sur une plage marchant ou au travers d'un, comment on appelle ça, d'un para, parasol, un parasol pour se s'ombrager. Et donc on pouvait s'installer, peindre un environnement tel que il apparaissait dans les temps passés. Alors que maintenant, le fait de voir voilà, ces dégradations mais fait en sorte que on va essayer de quitter ce monde réaliste, réel, pour se rejeter dans un monde qui est un monde, un univers intérieur qui va reproduire, si vous voulez, des peintures qui va faire transparaître, je veux dire, les temps passés où les plages étaient
plus propre, où les touristes pouvaient circuler, marcher à leur aise sans être en contact avec, je veux dire, la dégradation marine causée par l'être humain, je vous le rappelle. Donc elle a choisi tout simplement pour rien que cette raison, hein, d'autres choisiront, auront d'autres motivations, d'autres raisons pour choisir, comment ça on appelle ça, pour choisir sa discipline. Chacun a sa raison propre pour choisir sa discipline. Et la personne là a choisi sa discipline qui est la peinture pour la raison pour laquelle je viens de vous évoquer. Alors maintenant, comme je vous ai dit, elle se plonge dans un univers où, cette fois-ci, tout est propre. Hein, puisqu'en fait, elle décide de faire des peintures. Tout y est propre. Hein, bien sûr, il n'y a plus de déchets dans son monde. Et notamment, elle va essayer de faire ressortir ce monde qui était paradisiaque au travers de certaines couleurs. Elle va faire rejaillir des couleurs pour les rendre éclatantes et les rendre plus joviales, plus éclatantes, voilà, plus vives. Malheureusement, si cette personne-là veut aller peindre dans une plage à l'heure actuelle, bon, ce qu'elle va retrouver, ben, elle va pas retrouver, je veux dire, c'est son monde intérieur qu'elle pense être bien, mais elle va retrouver la réalité quotidienne de l'époque actuelle. C'est-à-dire que elle va se retrouver via une visite de plage avec des déchets, des déchets. Bon, peut-être quelques kilos de déchets, peut-être quelques tonnes de déchets. Hein, quelques tonnes de déchets. Voilà, donc et là, sur le rivage, on va voir, si vous voulez, un règne généralement de plastique. Je vous rappelle que les poissons commencent à avalent aussi le plastique et que quand on consomme le plastique, mais on peut attraper le cancer aussi. Hein. Ça, je vous rappelle que le fait d'avoir du plastique au sein de l'écosystème qui est la biosphère marine, ben, bon, a un impact sur la faune domestique et donc aura d'office pour les consommateurs la faune, de certaines faunes domestiques, mais aura un impact au niveau de la santé des êtres vivants. Donc c'est un cercle vicieux, fermé, qui fait que bon, la punition est reçue par le pollueur-payeur qui va recevoir des maladies du fait qu'il n'a pas respecté son environnement. Euh, son environnement. Donc, si vous voulez, le plastique va détruire, si vous voulez, la faune et la flore hein, environnante où se trouvent les plastiques. Alors, quand j'avais discuté avec la personne là, elle m'avait dit que elle m'avait dit qu'on peut dire que le plastique forme le 7e continent. Pour elle, c'était un bien triste constat. Donc, elle était vraiment perturbée par cette dégradation de l'être humain au travers de la faune et la flore. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, si on dit que si on n'est pas content de vivre dans un lieu, ben, on quitte celui-là pour aller vivre ailleurs. Et ici, bon, elle n'a pas été contente de voir cette faune dégradée au travers des mers et des rivages, et des plages, au travers des plages, mais elle a choisi un autre lieu qui est la forêt. Donc la forêt a été une autre source, si vous voulez, d'inspiration pour cette personne, pour aller rechercher, je veux dire, une certaine forme de quiétude et de source de travail pour pouvoir fournir une production artistique. Elle m'avait dit qu'à ce moment-là, bon, elle trouvait malgré tout la couleur des plages, oui, quand elle était à la plage, mais en forêt, on pouvait tout aussi retrouver, on va dire, tout un panel de couleurs et de formes qui permettaient de s'évader, si vous voulez, dans un monde imaginaire. Et je vous rappelle que le monde imaginaire est immense.
Le monde imaginaire est immense. Parce qu'il y a le monde réel et le monde imaginaire. On peut se plonger dans un monde réel, mais on peut se plonger aussi dans un monde imaginaire. Et les artistes, généralement, plongent dans un monde imaginaire où ils trouvent leur inspiration et permettent de communiquer leurs idées génératrices au travers de leurs expressions, de leur œuvre d'art, quel qu'il soit. Alors, je vous rappelle que l'art, bien sûr, on y tombe dès le plus jeune âge, c'est-à-dire l'enfance, mais que si on veut, bien sûr, devenir artiste en tant que tel, ben, il faut produire des œuvres. C'est-à-dire qu'il faudra travailler. Le travail est nécessaire, et plus le temps de travail est passé ce contrat en heures de travail, et plus on pourra faire ressortir un jour ou l'autre une œuvre qui va, je veux dire, être fabuleuse, ou qui va, où vous pourrez être, où vous pourrez recevoir un prix ou décerner un prix, pour autant que vous aurez pris votre temps pendant des années à faire de la création. Il y a sûrement, probablement, toutes les créations que vous avez créées, et ben vous allez tomber sur une création qui pourra, je veux dire, faire en sorte que elle va attirer les émotions de juristes, d'experts, de public, quel que soit l'endroit du monde. Bon, et je vous rappelle que quand on y tombe, on fait de l'apprentissage. Et faire l'apprentissage, c'est aussi, à un certain âge, tester les formes, mais c'est aussi tester les couleurs. C'est surtout, comme je vous ai dit, de s'évader dans un monde où on peut se retrouver et on peut choisir certaines choses pour les procurer dans l'environnement réel. Donc on change de monde, on fait passer de l'imaginaire. C'est comme un trou noir. On va aller chercher des informations dans le monde imaginaire pour le donner, faire passer dans de l'autre côté du trou noir pour le donner dans le monde réel, sachant que le monde imaginaire est une source infinie d'inspiration. Bien sûr, il faut aussi remplir aussi ce trou noir, c'est-à-dire il faut s'inspirer déjà de travaux de personnes reconnues, connues, faire la connaissance des personnes du passé qui ont donné à l'art. Hein. Et je vous rappelle que l'art est vaste, et donc il y a sûrement, vous allez rechercher peut-être des acquis dans plusieurs domaines, mais peut-être vous allez vous perfectionner dans un seul domaine et choisir la voie à suivre dans un seul domaine. Si c'est la peinture, vous allez choisir votre voie dans la peinture en étudiant l'histoire de l'art de la peinture, en étudiant, je veux dire, les différents peintres, les travaux des peintres reconnus, etc., en allant visiter des expositions de peinture et travailler tout le travail qui vous permettre de devenir de suivre les échelons et de suivre le chemin pour arriver à être le maître, un maître dans l'art. Alors, que disait Victor Hugo? L'art, c'est le reflet que renvoie l'âme humaine éblouie de la splendeur du beau. Bon, on ne peut pas être toujours d'accord avec les phrases toutes faites comme ça, toutes construites des personnes, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Victor Hugo, parce que l'art, c'est pas forcément un reflet que renvoie l'âme humaine éblouie de la splendeur du beau. C'est pas vrai. Parce que on peut faire ressortir du mauvais dans l'art. Et le mauvais dans l'art peut malgré tout plaire. Et ça, c'était la vidéo précédente. Voilà, les phrases toutes faites ne sont pas une vérité absolue. Hein. Je veux dire, vous pouvez sortir pour vous, vous pouvez sortir quelque chose qui n'est pas forcément beau pour vous, mais qui est beau pour les autres. Mais vous pouvez sortir quelque chose qui n'est pas beau pour les autres, mais qui est beau pour vous.
Donc, la beauté, c'est discutable. Dans l'art, la beauté, c'est un sujet à critique et à jugement. Parce que, bon, je veux dire, c'est justement là un point d'achoppement qui discute, je veux dire, de la... Un point d'achoppement où tout le monde ne sera pas d'accord, c'est justement au niveau de la critique de la beauté. Voilà, parce que le but n'est pas forcément de rechercher la beauté ou pas de l'art, mais c'est plutôt de créer quelque chose et de sortir une forme d'expression et de prendre plaisir à cette forme d'expression, même si le travail n'est pas forcément quelque chose de, de beau. Hein, certains professeurs d'art artistique, vous allez faire peut-être un travail moche et vous trouverez toujours quelque chose de beau dans le moche. Donc ça veut dire que quelque part, bon, déjà lui, les professeurs, il a son droit à la critique, voilà, et donc vous donnera des points de vue pour vous apprendre certaines choses, mais la discussion du beau est une discussion, je veux dire, très, on va dire, très relative, très relative. Qu'est-ce qui est beau pour une personne, qu'est-ce qui n'est pas beau pour une autre personne. Bon, chacun va tirer son enseignement du beau, d'autant plus qu'on peut retrouver quelque chose de beau tel jour et d'un autre jour, ce n'est plus beau. Hein, en fonction de l'état d'humeur de la personne et voilà, de beaucoup de paramètres qui font que vous pouvez voir quelque chose de bien beau et puis un autre jour pas beau. Donc la phrase de Victor Hugo, concernant l'art, bon, il n'a pas une vérité absolue, bon, mais malgré tout il s'est exprimé. Bon, laissons-le exprimer. Et je veux dire, c'est sa phrase toute faite. Bon, on peut aller tirer, je veux dire, cette phrase toute faite de Victor Hugo qui lui a parlé sur l'art. Lui étant artiste, hein, puisque en fait Victor Hugo étant un écrivain, donc les écrivains produisent une forme artistique de l'écriture, hein, au travers de la poésie, au travers de textes voilà, concernant un sujet, des sujets, des débats, etc. Donc toute création, production d'écrit est le fruit, je veux dire, d'un travail artistique. Alors, si la personne écrit bien, ben, on va dire que c'est un bon écrivain. Si la personne écrit mal, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'écrit pas bien. Mais maintenant, je peux trouver dans la personne qui n'écrit pas bien, je veux dire, une émotion. Donc, je vais trouver celui qui n'a pas écrit bien, je veux dire, une certaine beauté. De là, je peux voir rejaillir, je veux dire, quelque chose qui en ressort de positif. Donc, c'est sujet à discussion. Bon, généralement, les gens qui s'intéressent à l'art, ils regardent pas forcément la beauté, mais ils regardent, je veux dire, les manières les techniques de recherche. Voilà, comment avancer dans certains travaux, hein, comment utiliser de nouvelles techniques. Voilà, c'est ce qu'ils recherchent. Ils ne cherchent pas forcément la beauté, mais ils recherchent plutôt la technique. La technique, c'est pas forcément beau, mais ils aiment bien apprendre d'utiliser de nouvelles techniques. Hein, parce que c'est comme un laboratoire, ils essayent certaines choses, bon, ça ne va pas comme ça, bon, on mélange un petit peu ci, un petit peu de ça, on va recommencer ça. Si on prenait tel matériau, on va prendre, je sais pas moi, de la cire, on va prendre, je sais pas moi, de l'huile de perlimpinpin, on va mélanger avec de l'émail et on va mettre un tissu sur le pourtour. Qu'est-ce que ça donne? Bon. Comprendrez que c'est comme une alchimie qui fait en sorte qu'on essaie de ressortir quelque chose par rapport voilà, à une âme qui se construit. C'est une âme qui se construit en fait. Une âme artistique qui se construit. Donc la peinture justement c'est le lieu de prédilection où on va faire enfin lieu de prédilection non parce qu'en fait tous les autres domaines c'est comme ça aussi où il y aura de la recherche hein, de la recherche de lumière, de technique, de support et je dirais même que quand on s'applique à la peinture mais en fait on va trouver une base sociale où générer cette peinture. C'est-à-dire que il y a le lieu. Donc, s'il y a le lieu, il y a la culture. Hein, dessiner dans un pays en Afrique, je vais faire une peinture à partir d'une base qui est un pays d'Afrique, mais vous comprendrez que je n'aurai pas
la même base si je faisais une peinture descriptive d'un lieu en Europe. Quoiqu'il y a des lieux en Afrique qui ressemblent à ceux de l'Europe, mais il y a vraiment des lieux, par exemple, si je prends la savane, c'est en Afrique. Voilà, la savane, elle est perceptible avec sa faune et sa flore. Donc si je dessine en Afrique, on verra tout de suite qu'on est en Afrique, à travers je veux dire, du contexte culturel, environnemental, social, etc. Donc, la peinture, c'est aussi, comme je vous dis, un mode de recherche de lumière, de technique, de supports différents, mais aussi de culture et de connaissances d'artistes, comme je vous l'ai dit, par, vers, par la lecture de livres concernant l'histoire de l'art. Alors, je, vous, je peux vous dire que ceux qui commencent les études artistiques, ben, ils n'en finissent pas. Ils n'en finissent pas. Voilà, ils n'en finissent pas. C'est comme celui qui fait de la musique, il peut ne plus jamais s'arrêter. Hein. Et bon, il fait du piano, il va faire du piano toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fin, toujours une fin d'aller toujours plus haut, plus loin, d'apprentissage. On apprend toujours. C'est pas que on a appris quelque chose, on n'a plus rien à apprendre. Non. On peut apprendre même 20 ans dans la peinture, on peut faire toujours des peintures. Et c'est génératif, c'est-à-dire qu'on peut faire, c'est à l'infini, c'est ouvert à l'infini. Donc c'est pas qu'on va se sentir, je veux dire, à un moment donné, lésé ou fatigué ou voilà, bien au contraire, les sources d'inspiration, c'est quelque chose que je veux dire qui, qui peut intervenir dans le bien-être d'une personne. Donc quelqu'un qui est psychologiquement, je veux dire, faible, ben, peut travailler au travers de la peinture, je veux dire, une source d'ouverture et de force, de telle manière à retrouver, je veux dire, un esprit vivace pour ressortir, rejaillir dans la société, avec des sentiments positifs, des sentiments remplis de sentiments, de ressentiments positifs. Donc en fait, on progresse toujours. Hein. Et alors bon, il y a des moments où on se sent incompris, mais il y a des moments où on se sent compris. Bon, ça c'est le dialogue, le débat de son travail qui va faire en sorte que les visions, on aura tous une vision différente. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire parce que chaque artiste sait bien que euh, c'est pas une lutte de celui qui va faire la plus belle œuvre, ou qui va être distingué, qui va faire en sorte qu'on va en retirer profit. Non. C'est bien de toujours recevoir un prix, c'est très bien, mais ce qu'il y a, c'est que les artistes entre eux sont des gens compréhensifs et qui savent, ils ont le vivre ensemble et tout ce qui s'ensuit. Et donc, il y a pas de il y a des débats qui s'en sortent, mais jamais toujours dans le sens de l'apprentissage, de l'évolution dans les techniques, dans l'apprentissage de beaucoup de choses, mais pas dans le sens du, de, du conflit. Il n'y a pas de conflit qui se génère à ce niveau-là. Parce qu'il y a toujours un dialogue entre personnes, je veux dire, qui sont aptes à dialoguer. Et alors, donc, par le dialogue, tu trouveras toujours, je veux dire, un moyen d'avancer, d'évoluer. Toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus. Pour aller vers, je vous l'ai dit tout à l'heure, vers une forme de perfection. De perfection avec le temps. Voilà. Donc là, la personne que je vous ai dit que j'ai rencontrée, qui m'a parlé de cette douleur qu'elle avait, hein, c'est une thérapie qu'elle voulait faire par rapport à tout ça. Je n'en sais pas plus. Parce que généralement, la peinture est bonne pour pour la thérapie, pour le moral. C'est très bon pour le moral. Ce que je voulais dire, c'est que elle voyait un monde gris sombre avec tout ce qui était euh, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, dégradation de l'environnement, et qu'elle avait faim et affamée, assoiffée de pouvoir se lancer, découvrir, faire de la découverte dans, euh, dans la peinture. Dans la peinture. Prendre ça comme thérapie, ça j'en sais pas plus, je ne vais pas poser la question. Est-ce que c'est une forme
de thérapie contre la douleur, bon, de ce qu'elle voyait des formes dues de dégradation dans l'environnement, j'en sais pas plus. Bon, ça c'est une question que je ne vais pas poser. La seule envie qu'elle avait, c'était le monde de la couleur, de la recherche personnelle, bien sûr, entouré, parce que les artistes, certains artistes ils aiment bien de travailler seuls, mais d'autres artistes aiment bien d'être entourés. Parce que c'est bien de se plonger dans un monde, mais après il faut savoir ressortir et pouvoir communiquer dans le monde réel avec les artistes qui nous entourent. Bon, certains artistes sont vraiment enfermés, et la seule manière d'expression, c'est le dessin. Voilà, et ça, c'est certaines personnes qui ont une certaine maladie d'autisme. Je vous rappelle que l'autisme, il y a différents degrés d'autisme. Il y a des gens qui sont très forts autistes, alors que d'autres le sont moyennement autistes, d'autres très faiblement. Et ceux qui le sont très faiblement ou moyennement peuvent ressortir de leur forme d'autisme pour dialoguer quand ils ont 5 minutes de temps ou quand quelqu'un va fumer une cigarette, chose que je n'aime pas quand quelqu'un fume parce que c'est pas bon pour la santé, mais quand quelqu'un va sortir pour aller voilà, fumer une cigarette, mais il y a un dialogue qui peut intervenir. Quelqu'un qui va chercher à manger peut aller avoir un dialogue. Quelqu'un qui sort voilà, de l'atelier de peinture peut dialoguer. Il peut dialoguer et échanger, je veux dire, sur tout et rien, et pas forcément sur ses travaux, parce que justement, il faut ressortir aussi de temps en temps de son ambiance qui est l'ambiance de création, qui est l'ambiance de l'univers imaginaire dans lequel il est plongé. Il faut savoir ressortir de ça et pouvoir discuter avec des personnes de manière de la vie, discuter de la vie courante, de sujets de la vie courante. Alors, est-ce qu'on se trouve un style? Bon, le style, on a le temps de l'apprendre tout le long de son cours, de son apprentissage au niveau, parce que toute sa vie on fera un apprentissage au niveau de, euh, de sa production artistique. Et donc, trouve son style dès la première année, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on trouve son style, mais on forge au moins, je veux dire, un chemin par lequel on va choisir son chemin de prédilection pour tenter d'être assez bon dans son domaine. Voilà. Voilà, donc, et vous comprendrez que dans tout ce que je vous ai dit, c'est que pour en revenir à nos moutons, c'est qu'en fait, la peinture, c'est une forme d'évasion. C'est une forme d'évasion que les premières choses qui permettent l'évasion, c'est la vue des couleurs, la vue du soleil, la vue de la lumière du jour, qui permettent l'évasion et donc de faire parler cette lumière au travers d'un support papier ou d'un support, quel que soit le support, hein, d'un mur. Voilà, on peut dessiner sur un mur, on peut dessiner sur une toile, sur un bateau. Hein, certains ont dessiné sur des bateaux, des gens dessinent sur des voitures. Hein, le support, c'est pas ça qui est manquant. Voilà, donc c'est on va dire une façon de s'évader. Euh, et voilà, et donc celui qui commence les cours, ben, il n'en finira pas, je veux dire, là, comment on appelle ça non, il n'en verra pas le bout du tunnel, parce qu'en fait, c'est constamment un appel qui est là, c'est comme du magnétisme qui vous rappelle à chaque fois que vous ne pouvez pas quitter le navire, vous ne pouvez pas quitter le navire dès que vous êtes rentré dedans, et vous, vous prendrez un navire imaginaire qui n'arrivera jamais à bon port parce que tellement le chemin le prochain port euh, n'existe pas. Vous allez faire un voyage dans des mers où le prochain port n'existe pas. Donc vous serez toujours dans le milieu des mers, c'est-à-dire vous serez toujours plongé en contact avec le milieu euh, qui vous a milieu dans lequel vous avez trouvé votre voie à suivre. Eh bien, vous irez peut-être jusqu'à votre mort. Jusqu'à votre mort, euh, euh, ça vous suivra. Parce que l'art, une fois qu'on a commencé l'art, ben, pour s'en détacher, bon, elle vivra avec vous. Elle vivra avec vous.
Et donc, dans un premier temps, c'est un désir d'apprendre, et puis s'ensuit un désir d'évoluer, puis un désir de rechercher, je veux dire, la maîtrise, euh, tout en changeant, bien sûr, je veux dire, peut-être de discipline. Il y a pas, on peut passer de la peinture à la photographie, de la photographie à, au dessin. Mais généralement, quand on fait de la peinture, il faut savoir dessiner avant de passer à la peinture. Il faut savoir dessiner au crayon, et puis après, on fait de la peinture. Alors, certains ont déjà été en contact avec la peinture. Je parle de ceux, par exemple, qui font de la décoration. Par exemple, vous faites une décoration au pistolet ou au pinceau, peu importe. Vous voulez mettre un mur en couleur, vous voulez mettre, voilà, vous voulez tapisser. Bon, tapisser, ça relève de... Dans le bâtiment, tout est artistique. Tout est artistique. Vous voulez faire du carrelage, c'est artistique. Vous voulez faire de la peinture, c'est artistique. Vous voulez faire les murs, c'est artistique. Hein. Vous voulez faire du tapisser, c'est artistique. Voilà, vous voulez faire un jeu de lumière, c'est artistique. Donc, dans une habitation, c'est une somme, je veux dire, d'actions artistiques qui va faire en sorte que votre maison est devenue un lieu artistique où le cocooning est possible. Le cocooning, et vous vous sentez bien dans votre milieu artistique. Et le but du jeu, c'est que vous soyez bien dans votre habitation et que les personnes qui y passent se sentent aussi bien. Donc voilà, c'est que tout le monde est content. Maintenant, si ça ne plaît pas à certaines personnes, si ça vous plaît, que vous savez vivre dedans, c'est vous qui vivez dedans, donc c'est le principal. Maintenant, les autres, si elles sont de passage, qu'elles n'aiment pas, c'est pas grave, elles ne sont juste que de passage. Mais pour celui qui y vit, il a intérêt à, à avoir une habitation qui lui plaît, qui lui sied au niveau de l'aspect. C'est déjà un des premiers points de vue, voilà, de trouver son petit bonheur, c'est d'avoir, je veux dire, trouver son lieu de vie qui est un lieu de vie euh, attractif, au travers de, d'une habitation qui lui est, qui la fréquente au quotidien, qui la voit au quotidien, qui l'use au quotidien, voilà, et qui vivra jusqu'à la fin de sa vie. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, il sera en contact avec une habitation où il y a un règne artistique à l'intérieur. Donc, vous ne quitterez pas le navire artistique jusqu'à la fin de votre règne, c'est-à-dire jusqu'à votre mort. À ce moment-là, il en sera fini du règne artistique, puisque vous n'aurez plus d'émotion à communiquer. Donc, dès le moment où cessent les communications d'émotions, le point de vue artistique termine. Donc, quand on est mort, c'est fini. On n'est plus artiste, même si vous pouviez, l'histoire fera en sorte que vous serez peut-être reconnu artiste, suivant des expertises ou suivant des écoles qui vous auront dit que vous serez parti, ou suivant des expositions, ou suivant beaucoup de choses feront que à ce moment-là, vous serez reconnu en tant qu'artiste, mais vous serez mort. Parce que c'est pendant le cours de la vie qu'on est censé être un artiste et pas quand on est mort. Parce que quand on est mort, c'est fini. On ne sait plus revenir en arrière, mais ce sera les bouquins qui diront que telle personne a vécu peut-être pas en tant qu'artiste, mais a été reconnu en tant qu'artiste après sa mort. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, je vous remercie.